Ben, on enchaîne sur la thématique d'après, alors. Très bien. On enchaîne. Donc, j'appelle le professeur André. Ah, le professeur Jeunet. Non, mais juste une réflexion sur les coûts de santé, parce que c'est vrai que vous l'avez dit, ça coûte très cher. Mais finalement, est-ce que ça ne fait pas quand même progresser les choses? Est-ce que c'est pas de l'investissement de traiter les gens en troisième ligne et puis finalement, ça va finir par bénéficier pour les deuxièmes lignes, puis peut-être pour des associations pour les premières lignes. Je sais pas, je vous pose la question. Je crois que ça va surtout progresser en fait en véritablement en faisant que les cancers sont en plein de cancers avec des stratégies thérapeutiques différentes en fonction du profil génomique, du profil. C'est là où on progresse et c'est là où véritablement les progrès vont être considérables. Et c'est un peu une introduction aux patients MSI, puisque MSI, c'est le plus bel exemple de vrais progrès. Donc, c'est vraiment en fait, on va avoir une médecine qui va être une médecine d'anomalies, de mutations, voilà, de vraiment couper les maladies. C'est le poumon qui est le leader de ça, avec maintenant des tas de thérapies en fonction des anomalies moléculaires. Et on voit que c'est ce qui se passe dans tous les cancers. Et c'est comme ça vraiment qu'il y a des grands progrès, parce que c'est aussi, c'est pas d'augmenter la survie uniquement de 2 ou 3 mois. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir des traitements qui donnent une probabilité d'avoir un long contrôle de la maladie et surtout de sortir de la chimiothérapie pour rentrer dans des thérapies quand même mieux bon, avec des effets secondaires plus graves mais plus rares. Et on sent qu'il y a vraiment, voilà, dans 20 ans, je pense qu'en tant qu'oncologue, moi, mon souhait, c'est qu'il n'y ait plus de chimiothérapie. Hein, qu'on passe à des thérapies beaucoup plus ciblées, beaucoup moins bazooka que la chimiothérapie. Non, moi, je suis tout à fait d'accord. Juliette a le droit de me contredire. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire le professeur, avec le professeur André. Oui, c'est vrai que pour un peu moduler l'exposé, effectivement, c'est des avancées, mais quand on regarde les chiffres et les gains que ça apporte, c'est quand même à chaque fois des petits gains. Mais bon, oui, c'est aussi comme ça que les choses avancent petit à petit et tout à fait d'accord sur le fait que la prise en charge va être de plus en plus personnalisée avec des... Mais là, ça pose aussi le problème des cut-offs. Et ça, là, j'en reviens aussi à la présentation de Florence avec des vrais problèmes au niveau des études, de savoir à quelle population il s'adresse et chez qui est-ce que les traitements bénéficient vraiment. C'est une très belle transition sur les... En fait, MSI, c'est justement une toute petite classe sur laquelle il y a un vrai progrès. Il y a un vrai progrès là qui est complètement palpable à plein de niveaux. Donc, si on le centre sur le cancer de l'œsophage et de l'estomac, c'est mes liens d'intérêt. Bon, MSI, c'est tous les cancers. Hein. C'est surtout le cancer de l'endomètre, le cancer de l'estomac et du cardia et le cancer colorectal. Mais en fait, c'est tout. Il y a plein de cancers. On peut retrouver des cancers MSI un peu dans la plupart des tumeurs solides. Et finalement, quelle que soit la tumeur solide, l'immunothérapie, les immunocheckpoints marchent un peu pareil. Ça marche très bien. Le taux de réponse est assez similaire, que ce soit un cancer du pancréas où c'est 1% des patients, que ce soit un cancer colorectal ou que ce soit un cancer de l'estomac. Donc, en plus, là, il n'y a pas de problème de cut-off. Le diagnostic, il est beaucoup plus facile que PDL1. Il y a 2 techniques. Il y a l'immunohistochimie avec 4 protéines. Donc, c'est important dans la terminologie. Quand il y a une perte des protéines du système MMR, on parle de tumeurs déficientes mismatch repère. Donc, dans les comptes rendus ANAPAT, c'est DMMR. Donc, c'est important parce que ça, c'est important. Il y a 2 termes. Il y a une tumeur quand elle est évaluée en immunohistochimie, la terminologie, c'est DMMR. Et quand elle est évaluée par PCR ou par biologie moléculaire, elle est MSI. Donc, en fait, c'est une concordance de 97% entre les 2 techniques, mais qui n'est pas de 100%. On peut avoir des patients qui ne perdent pas de protéines en immunohistochimie parce qu'il y a ce qu'on appelle des mutations faux sens et qui vont être véritablement MSI. Et puis, il peut y avoir des problèmes de technique entre les 2 techniques, qui fait qu'idéalement, il faut avoir les 2 techniques. Mais 97%, ça veut dire quand même qu'on se plante rarement quand on a le résultat d'une de ces 2 techniques.
Donc, en fait, MSI, ça a été développé très différemment dans le cancer du côlon et dans le cancer colorectal métastatique et dans le cancer de l'estomac. Dans le cancer colorectal métastatique, il y a 2 études de phase 3, une qui a été publiée dans le New England, qui a montré, on voit rarement en oncologie une différence aussi importante entre un traitement d'immunothérapie et entre un traitement et la chimiothérapie, qui est là l'étude qui a donné son AMM au pembrolizumab et qui, en fait, améliore la PFS de façon considérable, puisque là, il y a les chiffres sur cette diapo, 8 versus 16 mois de contrôle. Et là, à 3 ans, c'est 13 avec 13%, 42% avec la chimiothérapie. Et avec le suivi, la survie globale est devenue positive. Mais en fait, la courbe de patients qui ont suivi de la chimiothérapie, elle est impactée par le crossover, parce que là, on est avec de l'immunothérapie. Et en fait, elle est très, très au-dessus de l'habitude. Et puis, il y a la double immunothérapie qui fait encore mieux que la monothérapie. Ça a été présenté récemment et c'est en train d'être publié. Mais là, c'est des différences qui sont considérables. On est à un hasard ratio à 0,21, ce qu'on voit rarement. Et surtout, c'est les chimios tous les 15 jours, on connaît tous les effets secondaires, les nausées, les vomissements. Le pembrolizumab, c'est une injection toutes les 3 semaines qui dure 30 minutes versus les pompes et des effets secondaires qui peuvent être importants parce qu'il y a l'auto-immunité des immune checkpoints. Mais c'est quand même pour les patients une autre vie que de recevoir des chimiothérapies tous les 15 jours avec, attention, quand même quelques effets secondaires graves de l'immunothérapie. Donc dans l'estomac, c'était un développement complètement différent parce qu'il n'y a pas eu d'essai uniquement pour les patients MSI. Il y a eu des essais pour les cancers de l'estomac ou du cardia. On a traité tout le monde avec les histoires de CPS et on a regardé qu'est-ce qui se passait pour les patients MSI. Et en fait, des tout petits nombres, puisque c'est 5% ou 4% dans les essais de phase 3, et on se rend compte que les courbes de PFS et les survies globales de ces patients MSI inclus dans ces essais, ils sont un peu les mêmes que ce qu'on voit dans le cancer du côlon, mais simplement noyés dans la masse qui n'a pas permis d'obtenir les AMM, puisque là, on n'a pas été dans des niveaux statistiques tout du moins en Europe, parce qu'aux États-Unis, il y a les AMM, mais en Europe, les AMM n'ont pas été donnés sur des données uniquement d'analyse de sous-groupes des patients MSI. Donc, au jour d'aujourd'hui, un cancer de l'estomac MSI, il y a simplement une AMM quand c'est réfractaire à la chimiothérapie avec le pembrolizumab, mais ce n'est pas remboursé, curieusement, avec des patients qui peuvent être... on peut guérir, c'est la première fois avec un traitement médical qu'on peut guérir un patient métastatique avec un traitement et avec une immunothérapie. J'ai plusieurs patients, on en a traité beaucoup avec des cancers de l'estomac qui sont en rémission complète avec 5-6 ans de recul avec des maladies qui étaient métastatiques, des carcinoses, des métastases hépatiques. Donc l'étape d'après, ça a été de se dire, comme ça marche très bien en situation métastatique, évaluons ces thérapeutiques en situation adjuvante, d'autant plus que en situation, vous savez que le standard, on vous l'a expliqué, Aziz vous l'a expliqué, c'est la chimiothérapie néoadjuvante dans les cancers de l'estomac. Il se trouve que les méta-analyses chez les patients MSI ont montré que la chimiothérapie ne marchait pas très bien et qu'il y avait même presque un effet délétère de la chimiothérapie néoadjuvante. Donc finalement, que si on ne parle pas d'immunothérapie, pour les tumeurs de l'estomac MSI, le standard de traitement, c'est la chirurgie et il est très débattu de faire ou de ne pas faire une chimiothérapie. Et les méta-analyses sont plutôt contre faire une chimiothérapie qui n'a pas l'air d'apporter grand-chose. Donc, sur l'exemple du cancer du rectum, vous avez probablement vu ce papier absolument extraordinaire du New England où 14 patients ont été traités par un anti-PD1, c'était des cancers du rectum MSI, et qu'ils ont tous été mis en réponse complète histologique sur la pièce opératoire. On a conduit une étude en France où on avait pour but de faire la même chose que dans l'estomac, c'est-à-dire d'avoir une preuve de concept, de traiter les patients avec de l'immunothérapie en néoadjuvant avec des tumeurs MSI et de voir sur la pièce opératoire qu'est-ce que l'on trouvait. Donc, on a fait cette étude, petit échantillon de malades, 32 malades, et en les traitant 3 mois avec une association de nivolumab et d'ipilimumab, on a constaté que 60% des patients étaient en réponse complète histologique sur la pièce opératoire, 74%, il y avait 14% en plus sur lequel il y avait quelques petits reliquats de cellules fantomatiques. Et il y a 3 patients qui n'ont pas été opérés parce que
un était métastatique, mais est en rémission complète et n'a pas été opéré, mais est en rémission complète à la fois de sa tumeur primitive et de ses métastases avec l'immunothérapie. Et il y en a 2 qui ont refusé l'intervention et qui sont en réponse complète sur l'endoscopie. Donc, l'étape, les Italiens ont fait exactement la même chose. Je pense que c'est cette étude-là dont tu parlais tout à l'heure, qui s'appelle Infinity, qui a retrouvé la même chose que nous, exactement le même taux, 60%. Malheureusement, ce n'est pas 100% comme dans le cancer du rectum. C'est entre 60 et 80%. Donc, on est en train de conduire une étude qui vient de débuter, qui est un peu comme dans le cancer du rectum, le rêve de ne plus opérer certaines tumeurs du cardia ou de l'estomac, en leur faisant une immunothérapie première. Donc là, c'est le même médicament que dans le cancer du rectum, le dorstalimab. Le but, c'est de leur faire du dorstalimab en situation néoadjuvante quand ils sont resécables, de les évaluer par endoscopie, et que s'ils sont en réponse complète avec des biopsies négatives, ben, on fait le traitement pendant un certain temps. Si la réponse n'est pas complète, on les opère. En plus, comme la chimiothérapie n'a pas démontré ses preuves, éthiquement, ça ne pose pas de problème. Donc, c'est un schéma un peu compliqué, mais c'est entre 6 et 9 mois d'immunothérapie avec des endoscopies tous les 3 mois pour évaluer les choses. Donc, on est assez dans quelque chose de nouveau. Donc, l'endoscopie, la réponse, n'est pas facile à évaluer parce qu'on a parfois... On a l'impression que les patients ne répondent pas, mais parfois, les biopsies sont négatives sur des choses qui restent. Donc, on a pas mal de choses à apprendre. Et donc, c'est ce petit rayon de soleil de tout cet univers de tumeurs graves où là, il faut vraiment maintenant avoir le statut MSI dans tous les cancers de l'estomac et du cardia parce qu'il y a la possibilité de leur faire une immunothérapie. On part avec des anti-PD1, des anti-PD1, mais on a donc les anti-CTLA4, et puis il y a des immunothérapies de deuxième génération qui arrivent. Il y a un gros problème dans l'estomac, donc je suis passé un peu vite sur la dia, mais c'est 50% des patients MSI qui surexpriment PD-L1, il y en a 50% qui n'expriment pas. Donc, en fait, il n'y a pas de relation chez les patients MSI entre l'expression de PD1 et de PD-L1 et l'efficacité de l'immunothérapie. Donc, c'est un gros problème parce qu'en effet, on peut avoir une immunothérapie, mais théoriquement, avec de la chimiothérapie, on n'est pas du tout certain que la chimiothérapie a un intérêt chez les patients MSI, uniquement en cas de PD-L1 surexprimé. Théoriquement, un patient MSI qui n'a pas un CPS supérieur à 5, on n'a pas d'AMM pour le traiter. Et puis la dernière chose, c'est le rêve. Le rêve, pas de ne pas voir les chirurgiens, mais de se passer des chirurgiens quand on a un cancer de l'estomac ou du cardia. Et ça, je ne sais pas si on va y arriver, mais on va essayer de faire la même chose que dans le rectum. On a commencé cette étude. Guillaume a 2 patients à Lille. Nous, à Saint-Antoine, on a 3 patients. Ça vient de commencer. Et puis, on a décidé de faire ça avec nos collègues italiens qui avaient fait la même étude que nous avec d'autres produits pour essayer d'aller vite et d'essayer de voir si c'est possible ou pas de guérir quelques patients, de conserver l'organe avec de l'immunothérapie. Donc, voilà ce que je voulais vous dire avec ce petit rayon de soleil qui est sur cette diapositive dans cette pathologie extrêmement grave. Je vous remercie beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis passé là et à celui de l'industrie. Merci au professeur André. Effectivement, c'est un rayon de soleil. Et si on peut se passer les chirurgiens, pourquoi pas? Alors, pour les conservations d'organes, j'en parlais un peu au début. Qu'est-ce que vous faites un suivi de quel type Dans l'étude qu'on est en train de... Les watch and wait, ouais. De watch and wait, c'est des fibroscopies œsogastro-duodénales tous les 3 mois avec des biopsies. Alors, c'est simple quand il reste quelque chose, c'est plus compliqué quand la tumeur a disparu, mais c'est un maximum de biopsies dans le domaine du raisonnable. Et le dosage d'ADN tumoral circulant? On le fait, mais on le fait de façon exploratoire dans la mesure où c'est des tumeurs localisées et que on n'a pas encore énormément de données et qu'il y a pas mal de patients pour lesquels on ne retrouve pas forcément de l'ADN tumoral circulant au moment où on commence le traitement. Donc, je dirais que ça, c'est assez exploratoire pour l'instant. Puis on leur fait des scanners, bien évidemment, pour être sûr qu'il n'y a pas de métastase qui apparaît à distance. Ouais, mais s'il y a une chimiothérapie adjuvante, ça doit compliquer la recherche d'ADN tumoral circulant. Là, ils n'ont pas de chimiothérapie. On ne leur fait pas là, de ils en ont pas. chimiothérapie. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas d'ADN tumoral circulant parce que c'est des tumeurs localisées et qu'elles n'ont pas toujours de l'ADN tumoral circulant. C'est pour ça que c'est... Depuis ce matin, je vois beaucoup de noms en visio. Est-ce qu'il y a des questions?
parce que je trouve que vous êtes particulièrement silencieux. Ah. Oui, Triboulette, je te vois là. Non? Micro, Jean-Pierre. Jean-Pierre, je ne t'entends pas. Si tu débloques ton micro, ça nous arrangerait. Activer le son, d'accord. Donc Là, il est j'avais là. Ah voilà, on entend un petit peu. j'avais une question lors de la présentation de Gabriel Ramy pour la surveillance. Il parlait très Oui. justement, donc c'est pas C'est tout à fait bon, en rapport. vas-y Jean-Pierre. Vous avez compris là? Oui, on comprend. La question de Ramy, le conseil de Ramy concernant la surveillance de l'œsophage, s'il y a eu une précédente traitement, barrette ou autre, c'est aussi valable pour les cancers de l'ORL qui ne sont pas surveillés en œsophagien. Voilà, c'était un commentaire plutôt. Professeur Et je Joannet. posais une question concernant la limite en hauteur des résections, des mucosectomies et des résections sous muqueuse. Quelle est la limite en hauteur? La limite par rapport à la bouche œsophagienne, c'est ça, en hauteur? Non, par rapport à partir du bas, à partir de la jonction, pour les endobrachies, pour les barrettes. Alors, lorsqu'il y a un endobrachioœsophage et qu'on doit faire une résection du zone suspecte, il n'y a pas vraiment de limite en hauteur. On dit classiquement que pour des lésions qui sont circonférentielles, surtout c'est le côté circonférentiel qui est une limite, là on doit classiquement limiter la résection à moins de 5 cm en hauteur de façon circonférentielle. Plus de 5 cm en hauteur, de façon circonférentielle, c'est un facteur prédictif vraiment de sténose réfractaire à dilater. D'accord. Professeur Joannet. Je reviens sur le MIS, la comparaison rectum et enfin colorectal et estomac. On sait pourquoi l'estomac c'est différent? Voilà, actuellement, on patauge un peu dans le vague, puisqu'il y a eu 14 patients traités aux États-Unis avec des rectums, donc ils ont augmenté leur série qui est maintenant à 30. Ça a l'air de marcher chez vraiment quasi tout le monde. Dans l'estomac, ça n'a pas l'air de marcher chez tout le monde, mais quand même, chez un pourcentage très important. Non, il y a plein d'études, des études, donc à Saint-Antoine, on a été INSERM. Dans le monde, il y a plein d'études pour essayer de comprendre. Il commence à y avoir un certain nombre de pistes sur en fait, sur l'infiltré inflammatoire et sur les cellules de l'immunité qui sont présentes en péritumoral et probablement dans la coopération immunologique autour de la tumeur. Peut-être aussi, c'est certain que y a, par exemple, plus une tumeur a été traitée, plus c'est quand même le taux d'efficacité diminue, mais pas considérablement, diminue un peu. Actuellement, on a quand même l'impression qu'il y a des choses. Nous, on a travaillé sur un sujet qui est la masse tumorale. En fait, les immunothérapies marchent beaucoup mieux en néoadjuvant qu'en métastatique. Les taux de réponse sont. Donc, plus la masse tumorale est importante, plus c'est difficile de guérir les patients. Chez les patients métastatiques, on a montré que le volume tumoral, en fait, impactait le résultat. Et que, notamment, ça pouvait être un élément de choix entre la mono et la combinaison anti-PD1, anti-PTLA4, mais vraiment, on est au tout début, quoi. On est au balbutiement de tout cela. Et on va sûrement, dans les années qui viennent, apprendre beaucoup de choses pour mieux traiter, mieux donner les bons patients, parce que c'est quand même des traitements qui sont toxiques, là, hein. Juliette n'a pas eu le temps d'en parler, mais la monothérapie d'anti-PD1 ou d'anti-PDL1, c'est assez bien toléré.
mais ça donne quand même des maladies auto-immunes, ça donne quand même dans 10% des cas des hypothyroïdies, ça donne des colites, des vraies maladies de Crohn, hein, parfois quand même embêtantes. Ça donne des hépatites. Il y a des décès c'est très rare, mais par des toxicités cardiaques. Il y a des polyarthrites rhumatoïdes qui sont déclenchées. On voit toutes les maladies auto-immunes possibles qui sont relativement modérées avec un anti-PD1 ou un anti-PDL1 et qui sont plus fréquentes quand on commence à associer un anti-PD1, un anti-CTLA4 avec, voilà, il faut... il y a des insuffisances surrénaliennes, on fait de la médecine interne quand on commence à manier l'immunothérapie. Il y a des hypophysites, on voit des choses quand même, alors qui ne sont pas du tout comme la chimio où à chaque fois ils ont les effets secondaires, mais qui sont des effets qui surviennent surtout quand on a eu 3 premiers mois de traitement, mais qu'il faut bien connaître et qu'il faut bien savoir prendre en charge. Et on sait de mieux en mieux les prendre en charge par les corticoïdes et maintenant, il y a l'influximab, il y a un certain nombre de thérapeutiques. Mais ça nécessite voilà, une prise en charge quand même hyper spécialisée et d'être hyper réactif et hyper curieux. Parce que quand un patient est fatigué, il faut rechercher l'insuffisance surrénalienne qu'on trouve de temps en temps, qui est relativement rare dans la population générale. Et ça nécessite quand même toute une infrastructure pour pouvoir prescrire toutes ces immunothérapies en toute sécurité, ce qui est une problématique de la profession des oncologues médicaux et des oncologues radiothérapeutes. Et on essaie de travailler là-dessus pour faire attention quand même aux effets secondaires de l'immunothérapie qui ont absolument rien à voir et qui sont plus rares, mais qui peuvent être graves. Merci beaucoup, professeur André. Je vais donner la parole au professeur Demestier pour l'organisation. Voilà, bon, on va pouvoir aller bientôt déjeuner. Cet après-midi, ça reprend à 14h30. Et il y aura une joute entre Gabriel Ramy et Caroline Grenier concernant les tumeurs superficielles de l'ésophage, résection endoscopique versus chirurgie. À 14h30, voilà. Et auparavant, il y a une conférence de presse à 13h30 pour ceux qui y sont 13h45. La séance est suspendue.